Quand on fait le choix, et c'est un choix éditorial, c'est un choix citoyen très fort, d'être un média gratuit, faire 1,5 milliard de vues sur une plateforme, et je pense à d'autres, que ce soit Combini ou Brut, qui sont aujourd'hui plus, en tout cas pour Brut, plus gros que nous, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont regarder ces infos-là. Et qu'il y a ces gens qui regardent ces infos-là, ils vont pas tous lire Mediapart, ils vont pas tous lire Le Monde, ils vont pas tous lire Les Échos. Bien sûr. Si la presse ne correspond plus à ce que les gens ont envie d'avoir pour s'informer, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille les informer le mieux possible. Il faut qu'on aille parler de ces sujets-là. Il faut qu'on aille parler des Ouïghours. Il faut qu'on aille parler du dérèglement climatique. Il faut qu'on aille parler des violences. Il faut qu'on aille parler des inégalités. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Un jour, on a fait l'interview d'un jeune Français d'origine ouïghour qui se bat parce que son père est emprisonné en Chine. Ça, c'est typiquement un sujet qui est à la fois dans le bas bruit, et en même temps, ça fait partie des valeurs de l'Oopsider, de défendre les droits de ceux qui n'ont pas de voix. Tout à fait, ok. Et donc c'est ce mélange-là, quand on arrive à le faire, justement, c'est là où la puissance des réseaux sociaux est juste dingue, c'est ce genre d'histoire va faire un... J'ai pas vu d'ailleurs si elle avait marché, pas tant la question, mais elle va sortir, elle va faire parler, elle va rentrer dans notre communauté, elle va sortir de la communauté. Et c'est pour ça qu'on existe. Dans ce nouvel épisode de We Are All Media, c'est un entrepreneur avant tout journaliste que je suis heureux de recevoir. Johan Hufnagel, avant d'être le cofondateur du média social Loopsider, un média digital d'actualité à la croissance exponentielle, a eu une brillante carrière dans la presse d'information. Sans diplôme de journalisme, il a commencé en stage à Libération où il a fait ses armes avant d'y revenir en 2016 comme numéro 1 bis aux côtés de Laurent Geoffrin, en passant entre-temps par 20 minutes ou Slate. On revient sur ses expériences variées où l'intégration d'une culture internet dans des médias traditionnels revient comme un fil rouge et où porter une information de qualité à ceux qui ne semblent pas s'y intéresser apparaît comme une nécessité. On parle de Loopsider et de Période, les deux médias digitaux bâtis sur la data et l'intelligence artificielle, dont l'obsession est justement de générer l'obsession de leur audience sur les sujets sociétaux, et pour lesquels la métrique d'engagement est aussi importante que de raconter l'actualité différemment en mettant en avant les sujets peu traités par les médias traditionnels. Enfin, dans la dernière partie, on évoque les nouvelles technologies, comme celle de la réalité virtuelle au service du futur du journalisme. Bonne écoute. Bonjour Johan, bienvenue sur We Are All Media. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais absolument faire un épisode sur Loopsider, car quand on parle de médias nouvelle génération, innovants, fondés sur la technologie, on entend souvent le nom de Loopsider. En effet, vous avez une caractéristique assez forte, et nous allons y revenir, c'est que vous utilisez les outils d'intelligence artificielle pour bâtir votre média. Est-ce que c'est le seul ingrédient de votre succès ? Probablement pas. Mais en tout cas, Loopsider, c'est un média qui, lancé en 2018, compte déjà plus de 200 millions de vues par mois sur tous les réseaux sociaux et qui se positionne dans le top 5 des médias d'actualité digitaux. Johan, toi, tu es le cofondateur de Loopsider avec Arnaud Maillard, ancien Discovery, Eurosport, et Giuseppe De Martino, ex-Dailymotion. Et ensemble, on va essayer en 3 parties, d'abord de raconter ton parcours dans le journalisme, ensuite de raconter ce qu'est Loopsider et ton travail de journaliste dans ce média, boosté à l'intelligence artificielle. Et enfin, on essaiera de parler du futur du journalisme et des médias d'actualité. Mais avant, la question que je pose toujours à mes invités, c'est comment tu es tombé dans les médias ? C'est marrant parce que j'ai reçu un livre il y a 3 semaines, écrit par une personne qui s'appelle Béatrice Diarra, et qui a mis dans la dédicace qu'elle m'a envoyée, tu te souviens, peut-être pas de moi, mais on s'était croisés dans le moment du journal de notre lycée qui s'appelait Tohu Bahu, à Vichy. Et effectivement, j'avais complètement oublié le nom de ce premier journal. Alors, comment je suis tombé dedans, c'est à la fois une histoire familiale et une histoire personnelle. L'histoire personnelle, j'ai voulu devenir journaliste après avoir lu un article de Sorge Chalandon dans Libération. D'accord. Et je devais avoir 14 ou 15 ans à cette époque-là.
La Révélation. C'était la Révélation. Alors, okay. Libération, c'était le journal que lisaient mes parents. Ouais. Et moi, quand j'ai lu cet article, je me souviens plus où j'étais. Est-ce que c'était un grand reportage au Liban ou en Irlande. Donc je dis voilà, ce que je veux raconter, c'est ça. Je veux raconter des histoires comme ça. Okay. Et donc je voulais être journaliste à Libération. Et puis ma mère est devenue journaliste sur le tard. Okay. Mon oncle aussi est devenu journaliste. Ils travaillaient tous les deux à la montagne. Et donc je me suis inscrit dans cette espèce de tradition, mais je dirais presque au même moment où la famille, au milieu des années 80, a eu cette envie de journalisme. Et puis ensuite j'ai fait des stages, j'ai passé des concours d'école, où j'ai été lamentablement pas reçu. J'ai continué les stages, j'ai eu la chance de rencontrer des journalistes qui étaient déjà des journalistes professionnels, dont un était à l'époque un des patrons c'était le patron des RH de Libé. Et à la fin de cette soirée qui avait dû être un peu arrosée, j'étais assez jeune, il m'a dit écoute, si tu veux, tu fais un stage lundi au service politique de Libération. On était en 89. C'était au moment du bicentenaire de la Révolution, et j'ai fait donc un stage d'un mois au service politique de Libé avec un autre jeune stagiaire qui s'appelait Laurent Léger à l'époque, qui a été journaliste à Match, journaliste à Charlie, qui aujourd'hui je crois est journaliste à l'Express, qui est un journaliste d'investigation. Et puis j'ai refait, donc je voulais repasser les concours d'école de journalisme en faisant ma maîtrise à Paris, parce que je viens de Clermont, d'Auvergne. Et j'ai refait un stage à Libé, à ce moment-là, au service société. Et voilà, c'est un moment, c'est un métier d'opportunité, c'est un métier de chance. J'ai mis le pied dans la porte, et puis je suis pas ressorti. Et ça, juste, ça ressemble à quoi un stage à Libé à cette époque-là? À cette époque-là, c'est pas que les cafés, j'imagine, quand même pas, mais non, il y avait une table de ping-pong. on jouait beaucoup. C'était déjà un journal un peu établi, c'était un journal qui avait un succès absolument dingue à ce moment-là. Il était, je crois, au pic de ses ventes. C'était juste après. C'était après les années Mitterrand. C'était après les années Mitterrand. C'était surtout au moment de tout ce qui s'était passé en Europe à la chute du mur. Donc Libération était vraiment un journal de référence à ce moment-là. Il est toujours d'ailleurs, mais en tout cas c'était le journal avec ses unes, avec à la fois sa DA, son service photo, son service des sports, sa façon de traiter l'information, sa façon à la fois de parler à tout le monde. Était un moment unique, et donc d'être dans cette espèce d'endroit-là était un truc génial. C'est-à-dire que c'est mieux qu'une école, quoi. C'est une école de la vie, c'est une école de journalisme, c'est une école de management, avec parfois des trucs géniaux puis des trucs moins bien, forcément. Surtout, c'est une grande école de la liberté. Et ça, je dirais que quand on est journaliste et qu'on croise un journal comme ça, c'est absolument fabuleux. Une super école. Et donc après ces différents stages, et puis probablement eu un premier job, etc. Alors, premier stage, premier CDD, premier CDI. Alors je bossais moi au service infographie. Au début, l'infographie, c'était l'art de raconter des histoires sans mettre des mots, mais en mettant des images déjà. Et c'était une intuition de Serge July, qui était le patron de Libération à l'époque, grand cofondateur du journal, qui était de se dire va y avoir la guerre dans le Golfe, la première. On va manquer d'images puisque va y avoir un blackout complet de la part de l'armée américaine, et qu'il va falloir qu'on raconte cette guerre avec les mots de Libération, donc avec des reporters. Il y en avait envoyés dans toutes les capitales du monde à ce moment-là, mais aussi d'essayer de raconter des choses normalement qu'on doit voir à l'écran, mais qu'on ne verra pas parce qu'il n'y aura pas de photos, pas d'images. Et donc je suis devenu le premier. Pas journaliste, parce que les graphistes sont des journalistes, en tout cas premier journaliste researcher, je sais, dans la recherche d'infos, pour essayer de traduire avec d'autres formes d'images ce qui se passait donc avec des cartes, avec des graphiques, avec des schémas, etc. Donc ça a été ma première expérience. Jusqu'en 96. 95-96, à ce moment-là, Libération crée un des premiers quotidiens français à créer un site web. D'accord. L'initiative de Frédéric 96. 95. 95. Vraiment, ok. Mais 95, il y a 3 journalistes qui créent le site web. C'est Frédéric Fillou, que j'ai rejoint plus tard à 20 minutes, Laurent Mauriac, qui est cofondateur de Re89 et de Brichemy, et Roger-Pierre Lagrange, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais qui était un des trois tauliers à ce moment-là. Moi, je rejoins Libé.fr
97. Juste, tu rejoins parce que tu sens qu'il va se passer un truc sur Internet en 96, en 96, d'abord en 95, on a nos premières adresses mail. Et là, déjà, on se dit, tiens, ça c'est pas banal. En 96, on fait nos premiers gifs. Ouais, ah ouais. C'était sur, je crois que c'était sur 96, 97. Ça va être le Vendée Globe 96, 97. D'accord. On fait des cartes, on fait des gifs, on fait des trucs absolument dingues avec le service infographie de l'époque. On avait un vrai nerd, Stéphane Youngers, qui était, je pense, nerd en chef de toute cette bande-là. Et vous avez à ce moment-là des infos de trafic. Vous savez si ça s'est regardé. Je me souviens que ma première info de trafic. La première fois où on fait vraiment péter le score, c'est le lendemain le soir de la finale de la Coupe du Monde de foot en 98. Moi, j'ai rejoint, donc là, j'ai quitté le service infographie. Je me dis, là, c'est là où je vais m'éclater. Il y a un truc, il y a vraiment, on assiste à quelque chose qu'on n'a jamais vu, de faire des images qui vont bouger, de faire du texte qu'on peut changer tout le temps, et que ça va être dingue. Et donc, ça, je me dis, vas-y, go. Et donc je rejoins Frédéric Fillot à ce moment-là pour lancer la partie info de Libération.fr. Après il y a eu donc premier gros score, je crois, de 15 000 connexions, 15 000 visites le lendemain de la Coupe du Monde de foot. C'était à l'époque où c'était juste dingue. Et je me souviens avec Frédéric, on changeait les cours de la bourse, mais juste parce que on codait le truc, on rentrait machin, on changeait le chiffre. Vous arriviez à le faire. On arrivait à le faire et puis à le diffuser en temps réel, quasiment en temps réel. Et rien que ça pour nous, les journalistes de presse écrite, on devait attendre le lendemain pour voir le truc. C'était un truc complètement dingue, c'était complètement fou. Donc on faisait ça pour se marrer. Et puis il y a eu 2001. En 2001, pas mal de sites sont tombés, Libération a un peu galéré. Et puis voilà. Après, ça s'est un peu professionnalisé. On a embauché des journalistes, d'autres journalistes. Là, dans ce cas-là, vous cherchiez des journalistes différents. Ou vous cherchez toujours les mêmes types de profils à ce moment-là? J'ai toujours cherché ce type de profil. D'abord des gens qui avaient envie de se marrer. 2, qui n'avaient pas peur de ça. 3, qui commençaient à avoir cette culture-là. Donc je me souviens, en 2000, parmi les journalistes que j'embauche, il y a Ludovic Blecher, qui à un moment était patron des éditions de Libération, des éditions digitales de Libé, qui aujourd'hui est un des responsables du fonds Google pour l'innovation. Il y a Grégory Schneider, qui est une des grandes plumes de Libé, grand spécialiste du foot et de cinéma et aussi de musique. Donc et qui lui, il avait bossé, je crois, il faisait des piges pour Orange. D'accord. Ludovic Blecher, lui, je l'avais envoyé suivre les JO. Il avait gagné une bourse. On avait fait un truc de loulou. Il avait gagné une bourse pour partir, je sais pas, une semaine en Australie pour suivre les JO à ce moment-là. Et c'était un môme, donc il avait lui aussi eu le pif en disant c'est là que ça va se passer. Et donc ça dans ma carrière, ça a toujours été un truc, c'est à la fois de chercher des gens qui avaient envie de se marrer, et puis surtout qui avaient cette culture-là, qui avaient la culture du numérique, la culture de ce qui ferait la culture d'Internet à un moment ou à un autre dans les années à venir. Et puis surtout qui avait pas forcément fait une école. D'accord. À la fois parce que moi j'en ai pas fait, donc je me sacralise pas forcément les diplômes. Alors c'est toujours bien d'avoir une tête bien faite et de savoir s'en servir. Mais le journalisme, c'est aussi un truc qu'on peut apprendre sur le tas, et que c'est comme ça qu'on trouve des profils, des parcours différents. En tout cas, je veux pas dire du mal des écoles de journalisme parce qu'elles font un boulot qui est compliqué, avec des exigences qui sont multiples, mais que souvent le processus, l'ascenseur social et l'ascension républicaine a fait que sur ces écoles, on finissait par se retrouver avec des gens qui se ressemblaient, exactement, qui avaient à peu près les mêmes parcours. Et puis Internet a montré que justement on peut faire du journalisme, qu'on n'a pas besoin de faire une école pour raconter des histoires, qu'on n'a pas besoin de faire une école pour innover, au contraire. Et du coup, comme t'as pas eu, c'est super intéressant ce que tu dis sur les diplômes, parce que je pense qu'en plus dans le journalisme, c'était, je pense, un secteur où pendant longtemps, si t'avais pas de diplôme, quelque part, t'avais presque pas de légitimité. Alors non, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que jusque très très tard, et je crois que c'est encore le cas, la majorité des gens qui ont aujourd'hui une carte de presse, alors je suis pas au courant des derniers chiffres, sont des gens qui n'ont pas fait d'école. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait Sciences Po et l'ESJ, en fait, en gros. Je veux dire, c'est la voie royale. C'est certain qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort avec Sciences Po, l'ESJ, il a sans doute plus de chances que d'autres d'intégrer une grande rédac. Ça, c'est vrai. Parce que les processus d'intégration aujourd'hui se font majoritairement
majoritairement par ça, mais c'est pas le seul. Puis c'est pas le seul, surtout dans les nouveaux médias. Voilà. Et donc moi j'ai beaucoup embauché des gens qui avaient pas forcément fait ces écoles-là. Et ce qui est assez normal, c'est qu'en fait, une des grandes ruptures qu'on a depuis l'arrivée d'Internet, c'est qu'il y a à peu près 2 innovations par an. Ouais. Il y a eu une époque où on avait quasiment un nouveau réseau social par quinzaine. Ouais. Et que donc trouver des journalistes qui soient capables de former des étudiants à ça, ça prend un peu de temps. Ouais. Voilà. Donc il valait mieux avoir des gens qui étaient déjà auto-formés, entre guillemets. Ouais. Et souvent, on embauchait des journalistes qui sont finis profs dans des écoles de journalisme justement pour former les autres. Donc la formation se fait par roulement comme ça, et qu'il valait mieux être là où ça se crée, où les gens finalement étaient dans les usages. Ouais. C'était sans doute plus intéressant pour à la fois réfléchir, avoir un peu de longueur d'avance et puis se marrer. Et du coup, alors j'avance un peu sur cette aventure libération.fr. Après, tu rejoins 20 minutes, c'est ça? Alors, je quitte Libération en 2006. Ouais. Alors, juste, qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à quitter Libération? Déjà, ça faisait 16 ans que j'y étais à peu près. Ouais, okay. C'est beaucoup. C'est quand même. Alors même si j'ai eu plusieurs carrières, plusieurs métiers dans ce journal, il y a un moment il faut quand même aller voir autre chose. Hein. J'étais jeune, j'ai commencé à Libé, j'avais 21, 22 ans. Ouais, ok. Il faut faire autre chose, quoi. Et puis j'avais envie aussi de progresser, que j'estimais à ce moment-là que les conditions n'étaient pas forcément réunies à Libération pour innover, pour aller plus loin, pour aller plus vite. Okay. Et que Frédéric m'a appelé à la minute et que c'était pour le coup une opportunité que je pouvais pas rater. Donc, mais comment, enfin, tu passes là de Libération qui a une vraiment forte ligne éditoriale très marquée à 20 minutes qui est un peu plus généraliste, un peu plus neutre. Comment ça se passe? Ça se passe en fait avec le même souci, et c'est un souci que moi je vais essayer d'avoir au cours de ma carrière, c'est de porter l'information de qualité à des gens qui sont pas forcément les lecteurs évidents. Ouais. Libération, c'est une niche, entre guillemets, une grosse niche, mais c'est quand même une niche. Ouais. 20 minutes, on touchait un lecteur très populaire. Ouais. On touchait des gens qui ne lisaient plus la presse. C'est vrai. On touchait des gens qui étaient pas dans le centre de Paris, dans le centre des grandes villes. On touchait, et moi je l'ai vu en vrai, puisqu'on faisait beaucoup de réunions avec les lecteurs à ce moment-là. On allait voir des gens qui prenaient 20 minutes quand ils étaient dans le transport en commun, dans le RER, dans le tram, dans un quartier populaire de Strasbourg, dans une gare à côté de Lille, et qui faisaient le pendulaire, et que c'était des gens. C'est pas des gens qui lisaient Libé, c'est pas des gens qui lisaient Le Parisien, c'est pas des gens qui lisaient Le Monde. C'était vraiment des gens qui étaient à plus de 20 minutes du boulot et qui avaient et qui le prenaient un peu par défaut en fait, parce qu'on leur tendait le matin. Et justement, ce que je trouvais intéressant à 20 minutes, c'est qu'il y avait une attirance, que le journalisme qui était proposé était certes un journalisme rapide, mais c'est un journaliste quand même exigeant. D'accord. C'était des formats extrêmement courts, mais qui parlaient à tout le monde et qui racontaient des histoires qu'on voyait pas forcément dans la presse. C'était des éditions locales qui commençaient par ça et qui avaient envie de raconter la vie telle qu'elle était, et puis de créer une communauté de lecteurs qui avaient envie de ce journalisme-là. Et je crois que d'autres journaux qui sont lancés à ce moment-là n'avaient pas forcément... quand on disait aux gens, vous avez le choix entre la marque BIP et le journal 20 minutes, ils prenaient 20 minutes. Et justement, cette école, en fait, de devoir toucher le plus grand nombre, c'est un truc qui t'a servi après dans tes autres expériences, ou c'était vraiment... C'est que dans ces quotidiens-là ou ces médias-là que tu as besoin de toucher? Je crois qu'aujourd'hui, la diversité des médias fait que tous n'ont pas la même exigence et le même public. Aujourd'hui, tout le monde ne lit pas Le Monde, tout le monde ne lit pas Les Échos, tout le monde ne lit pas Libé, tout le monde ne lit pas Mediapart. En revanche, tout le monde peut regarder une vidéo de l'Oopsider. Ouais. Et ça, c'est effectivement ce que j'essaye de faire aujourd'hui. On en parlera peut-être après. On va y revenir. Mais c'est de casser nos propres bulles de filtre, qu'elles soient physiques ou numériques. Ok, donc l'aventure 20 minutes, ça dure combien de temps? Ça dure 2 ans. T'as quel poste à ce moment-là? Je suis rédacteur en chef en charge du digital, du numérique. Okay. Là, il y a un moment très important dans ma carrière à ce moment-là. C'est on travaille avec Hélène Froment, qui est la patronne du numérique, sur la partie à la fois business, développement, etc. Et surtout, 20 minutes est détenu par Ouest France,
et par un grand groupe norvégien de médias qui s'appelle Schibsted. Ouais. Les Norvégiens sont à la fois très très en avance sur la lecture de la presse, les gens qui lisent beaucoup de presse et surtout qui sont ultra connectés. D'accord. Le groupe Schibsted détient un certain nombre de journaux qui sont extrêmement en avance sur le plan du numérique à ce moment-là, c'est toujours le cas aujourd'hui. Qui me permettent moi de me concentrer sur l'essentiel. Avard Bondum qui est le correspondant norvégien me dit toujours black and bold, il faut y aller quoi, faut pas hésiter, il faut aller à l'essentiel, ce qui est secondaire faut l'écarter. Et donc de me concentrer là-dessus, sur cette espèce d'apprentissage de gérer l'audience, d'utiliser les statistiques, d'utiliser les datas. Déjà à ce moment-là, de pas faire des choses petites, quoi, de faire des choses qui se voient. Et donc c'est comme ça. Et puis la chance aussi de croire en Internet. On pouvait faire du journalisme de qualité à ce moment-là sur Internet. Et qu'à un moment, quand on dit tiens, on n'est pas seul à penser ça, et qu'on donne les moyens de le faire, ça devient génial. Donc j'ai embauché, je sais pas, à ce moment-là, peut-être une trentaine ou une quarantaine de journalistes ou des gens de 20 minutes qui ont changé de service pour monter une équipe, une espèce d'équipe commando. On est devenu en quasiment 18 mois le deuxième ou troisième média, je crois, français. D'accord. Avec un savoir-faire, avec une envie, et puis surtout avec des gens super, quoi. Ils te laissaient les mains libres, justement, ce groupe norvégien. Complètement libre. Alors, ils avaient des guidelines, hein, c'était justement ce fameux black and bold, quoi. Et puis des croyances qu'on pouvait faire des articles avec la grosse typo. On est obligé de faire tout petit, comme tout le monde se disait à l'époque, il faut que tout tienne dans cette espèce d'écran, là, machin. Et eux, ils ont dit non, attendez. Non, c'est fini, non, le 21e siècle sera celui du scroll, quoi. Donc on a fait des unes qui faisaient parfois 14-15 mètres de long, avec des articles qui étaient des articles qui étaient, voilà, on se dit, tiens, l'usage, les gens, quand ils viennent chercher une information, ils tombent sur une page, souvent ça leur est arrivé à l'époque par Google, puisque Facebook était encore microscopique et très concentré sur la Ivy League, Twitter n'était pas beaucoup plus vieux. Donc comment est-ce que une fois que les gens sont tombés sur la page Google, comment est-ce qu'on les amène à lire autre chose? Donc on faisait des landing pages à ce moment-là qui étaient là aussi très très longues, et on s'est vraiment éclaté avec cette équipe de ouf, quoi. Bon, ça dure 2 ans. Voilà, je suis parti plus tôt que je l'aurais aimé, mais parce que c'était dû aux difficultés pas du tout. Manifestement, je ne correspondais plus au plan de la direction, on va dire. Ok, d'accord. Et donc après, après gros coup de bol. Le lendemain de mon départ, en gros, Jean-Marie Colombani m'appelle sur les conseils de Bruno Patino, aujourd'hui patron d'Arte, qui dit et Jean-Marie avait avec Eric Lézère l'idée de lancer un magazine en ligne avec Slate.com. Évidemment, moi, Slate.com, c'était déjà un média que j'utilisais depuis très très longtemps, depuis 96, depuis média américain, le premier magazine pure player. Quand évidemment Jean-Marie m'a dit ça, je dis mais bien sûr, j'en suis, quoi. Là aussi pareil, une espèce d'expérience mixte franco-étrangère, alors avec beaucoup moins d'intervention de la part des Américains, parce que c'est ça que j'allais demander. On est loin. Ouais, mais c'est ça que j'allais demander, parce qu'ils sont quand même protecteurs. Alors d'abord, ils donnaient une couleur, sinon une ligne éditoriale aux médias, qui était la qualité. On peut faire du journalisme de qualité sur Internet, les gens vont vous lire. On peut faire du journalisme long. On peut faire du journalisme pas chiant. Et ça correspondait exactement à ce que moi, du coup, j'avais à la fois fait à Libération, pas chiant, long, Libération, et en même temps, toujours très innovant, essayer de trouver des nouvelles formes pour informer. Et ça, pareil, d'avoir les mains libres pour essayer à la fois de se marrer, d'innover et de recruter des très très bons journalistes et des nouvelles plumes. Et à Sled, ce qui était marrant, c'est que il y avait une espèce d'alliance entre des très très jeunes journalistes qui soit sortaient d'école, soit avaient pas peu d'expérience, mais qui avaient envie, et surtout qui connaissaient ce journalisme-là, et qui avaient envie de le reproduire d'une façon ou d'une autre. Et puis les vieux journalistes du Monde qui avaient chacun leur histoire, des histoires très très longues et des expériences très longues aussi, très enrichissantes, de faire une espèce de mariage entre deux cultures. Donc, ou 3 cultures, la culture d'Internet, la culture de Libé, la culture du Monde, c'était marrant. Et là, ça a duré jusqu'en 2014. Et là, justement, quand tu adaptes un média qui est déjà existant depuis plusieurs années, qui a une vraie ligne éditoriale, vous avez donc une consigne sur la ligne édtoriale, la qualité? Aucune.
C'est le seul choix de mémoire quand on a signé le contrat, c'est qu'il voulait juste des assurances qu'on transforme pas Slate, parce que l'adresse allait devenir slate.fr, en un média parking ou un truc qui serait vraiment contraire à leur éthique. Okay. Et à leur charte éditoriale. Pour le reste, ils vous disaient pas de traduire des articles. Non, c'était vraiment nous qui choisissions quels articles on pouvait traduire et puis parfois adapter, parce que tout n'est pas simple. À un moment, on se disait on allait devenir des cadors sur la presse, sur la politique américaine. Mais sauf que, d'abord, les gens qui s'intéressaient vraiment à la presse, à la politique américaine, lisaient en anglais, donc il n'y avait pas besoin d'une trad. Et puis surtout, les papiers étaient très 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 compliqués. C'est-à-dire que il fallait, fallait repasser dessus en fait pour l'adapter. C'est comme si on regardait West Wing sans rien y connaître la presse américaine. On est vraiment paumé, quoi. Ouais. Donc il fallait adapter, mais il y avait toujours cette idée de faire, d'abord de faire du magazine, deux, de s'intéresser à des sujets qui n'étaient pas forcément des sujets qui étaient à la une des autres médias, et puis de produire peu. Mais bien. Quand tu dis magazine, c'est que c'était plutôt des formats un peu pas trop actualité chaude, mais plutôt. Complètement, c'est ça. Dans notre jargon, le magazine, c'est vraiment des sujets qui sont pas forcément dans l'actu chaude. Okay. Voilà. Et toujours avec des angles très particuliers. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui est ultra rebattu, faire le 77e papier qu'on va trouver sur Google avec les mêmes infos, ça c'était exactement tout ce qu'on détestait. Donc il fallait si on devait traiter un sujet qui avait été rebattu, il fallait lui apporter quelque chose, un angle qui n'avait pas été vu, ou une façon de l'écrire qui n'avait pas été vue ailleurs. Il fallait que chaque pièce était vraiment unique. Et on était à un moment où tout le monde comprenait que la magie, c'était la magie du SEO, et que donc pour arriver en tête de Google, il fallait avoir des petits trucs, ou produire beaucoup, ou écrire beaucoup, etc. Mais le truc que moi j'avais fait avant 20 minutes, qu'il fallait faire in fine à un moment presque l'anti-20 minutes. Donc du coup, qui dit SEO, donc moteur de recherche, indexation des mots-clés, dit que du texte, ou déjà à l'époque vous commenciez à avoir un peu de vidéo ou... Alors c'est intéressant parce que... Non, d'abord, pas que du texte. Je me souviens, justement sur un sujet qui était un sujet extrêmement traité par beaucoup, qui était à l'époque l'affaire Bettencourt. Oui. Et qu'on suivait, nous, on n'avait pas d'enquêteurs, donc on suivait un peu comme un journalisme de deuxième ou troisième rideau, quoi. On voyait les balles passer d'un côté d'un journal à l'autre, de révélations de Mediapart, avec des engueulades sur un tel, machin truc. Et puis surtout avec énormément de protagonistes. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire et sans paraphraser les autres, pas contre intérêt pour nous, apporter quelque chose. Et donc, je sais plus qui a eu l'idée, je sais plus si c'est Grégoire Fleurot ou Cécile de Hesdin, et si on racontait ça, parce que c'est une saga familiale, comme si c'était une page Facebook. Et donc Grégoire et Cécile, plus les devs à l'époque, Greg Gilietta et François Petier. Je vais sûrement en oublier des noms, donc je me ferai engueuler, je le sais. Nous ont aidés à coder dans la page HTML une fausse page Facebook. Et non, mais on n'a pas fait du GIF, quoi. C'était vraiment des trucs, c'était codé avec la couleur, machin, les textes. On a montré qu'on pouvait mettre à jour à chaque fois qu'il y avait une nouvelle actu qui tombait. Alors Liliane Bettencourt, like this, on faisait un post par. Je me rappelle de ces formats-là. Et là on s'est dit, ça c'est génial de faire ça, quoi. C'est que c'est tout ce qu'Internet continue de pouvoir faire aujourd'hui, même si ça c'est un peu affadi, de pouvoir trouver un truc à un moment génial. Je dis là vraiment on se marre. Et on informe des gens avec une autre façon, un peu plus ludique, mais tout en restant sur le fond impeccable. Et qui génère de l'engagement aussi. Et qui génère, à l'époque on connaissait pas ce mot-là, mais qui génère une reconnaissance critique en tout cas, au moins, et qui est intéressante. Et donc ensuite c'est le retour. C'est le retour. Juste un autre truc sur Slate. Parce que c'est important. Quand on était à Slate, c'est juste, on a lancé, d'abord on lance Slate Afrique. On lance Slate Afrique quasiment la semaine qui suit la chute de Ben Ali. Donc on va suivre comme ça la révolution arabe. Donc ça c'était aussi un moment intéressant. Et puis surtout on va lancer une expérience qui s'appelle Reader, pour lequel on avait eu l'aide du fonds Google justement. On était pas tout au début de réseaux sociaux, mais on était déjà bien dans une utilisation assez importante. Comment est-ce que les algos, comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous aider à mieux nous informer? Et Reader, en gros, c'était tiens, sur un thème, on va aller sélectionner des experts, qui sont des experts qui sont sur Twitter, je dis n'importe quoi, sur l'astrophysique. On va prendre 10 astrophysiciens connus, et puis on va monitorer leur conversation. Et puis si y a un sujet, un topic,
ou un article sur lequel ils vont pointer dans leur conversation, ça veut dire que cet article-là, c'est un article important. Pertinent, ok. Et pertinent. Donc on va mesurer à la fois l'accélération. Sauf que comment tu mesures qu'ils se moquent pas justement de cet article-là? L'humain. Okay. Il y a un passage, ok. C'est là où intervient l'humain. Okay. Voilà, il y a la data d'un côté qui va nous aider à faire de la curation, qui va nous aider à mesurer la viralité de ce post-là, et puis les algos qui vont nous alerter sur éventuellement d'autres topics. Et puis ensuite intervient l'humain qui va regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut... Alors, je pense que peut-être dans 10 ans, les algos nous diront c'est positif, c'est négatif, on l'a déjà vu. C'est lire le second degré. Pour l'instant, c'était pas le cas. Et il y avait des journalistes qui se sont chargés après de faire une deuxième sélection manuelle et humaine. Donc, l'idée, c'était vraiment de sélectionner des sources et de dire, voilà, elles ont été, entre guillemets, approuvées, mais sans que eux-mêmes le sachent, en fait. Sans qu'eux-mêmes le sachent. Okay. Et ça, c'est une initiative qui a continué, qui existe toujours. Je sais plus après ce qu'il en a été fait. C'est vrai que je m'en suis un peu. Okay. Non, mais c'était intéressant. C'est les prémices un peu. On va en reparler après de Loopsider. Et donc effectivement après c'est le retour. Le retour à Libé en 2014. Voilà. Avec une. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à revenir? On te fait une offre que tu ne peux pas refuser, ou c'est vraiment une envie que tu avais? C'est très. Ouais, c'est ça. Une offre qu'on ne peut pas me refuser. Non, Libé, c'est un journal compliqué. C'est que tout le monde a un plan pour sauver ce journal, comme si ce journal pouvait était déjà en danger, ce qu'il est plus. Et c'est un journal qui a toujours été traversé de difficultés, parce que c'est un journal qui appartenait d'abord à ses journalistes. C'est plus le cas aujourd'hui, mais qui a longtemps appartenu à ses journalistes, et que tout le monde avait le fantasme de pouvoir faire mieux que le patron, quoi. Voilà, et moi, une des raisons de mon départ était celle-là, c'était de dire, le numérique, vous y croyez pas, donc. Ouais. Voilà. Et quand les équipes de Patrick Drahi font appel à moi, je me dis tiens, c'est l'occasion de vous prouver que j'avais raison. Ok. Évidemment, histoire d'ego alors. Il y a un peu d'histoire. Non, il y a évidemment un peu d'histoire d'ego. Il y avait aussi l'idée de dire tiens, voilà, ce journal m'a tellement donné que si je peux essayer à un moment de l'aider à se renforcer sur le numérique. Alors pour le coup, c'est paradoxal, c'est que Libération a été le premier journal à être sur Internet. Mais c'était pas le meilleur. C'était pas forcément celui qui était le plus pensé aujourd'hui, le plus pensé pour affronter la révolution numérique. Pour une simple et bonne raison, d'abord, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et quand on compare à d'autres médias qui étaient plus en retard que Libé, je pense au Monde, il y a un moment, quand ils ont décidé d'aller sur le numérique, ils sont allés à fond. Quand Colombani, à un moment, décide de dire, attendez, non, le numérique, c'est important, on va mettre le paquet, il crée une filiale avec plusieurs dizaines de journalistes. Libération, on était 8, quoi, à la mine. C'était pas la même chose. Donc voilà, il y avait cette idée d'apporter un peu ça, et puis il y avait aussi l'idée pour moi qui était quand même entre guillemets rédacteur en chef de Slate, de dire à un moment tiens, je dirige les rédactions d'un des principaux journal français. Donc c'était un vrai défi. Super, ouais. C'était un vrai défi. Et donc c'est comme ça que j'ai accepté. D'accord. Et après ces quelques années passées, qu'est-ce que tu retiens un peu de ce défi, cette expérience et puis... Très grande fatigue. Ouais. Je crois que diriger un quotidien comme Libé, c'est compliqué parce que les attentes sont absolument énormes. Quoi qu'on fasse, Libé ne sera jamais assez Libé pour beaucoup. Alors qu'en fait, Libé reste Libé. Il a toujours eu cette espèce de liberté absolument dingue. C'est un journal très libertaire où les engueulades sont légion. Donc, moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est d'abord même si on a un plan et que ce plan est forcément génial, ça marche pas toujours. Que c'est un journal qui était en très très grande difficulté et que au moment où j'arrive, il y a un plan social de quasiment plus de d'un tiers de la rédaction. Okay. Donc de reconstruire une équipe, ça c'était quand même un moment fort, et puis surtout c'était une période d'actualité qui était extrêmement riche, extrêmement douloureuse. Que ce soit, et puis qui rebondit aujourd'hui, qui résonne avec l'actualité d'aujourd'hui. Moi, j'arrive en septembre 2014. Il y a ce plan social. Le jour où le plan social devient effectif, il y a l'attentat chez Charlie.
Charlie que Libération avait déjà hébergé 4 ans avant, donc avec des amitiés qui se sont nouées. Il y a un journaliste de Libération qui est blessé là-bas, Philippe Lançon. Donc on réaccueille Charlie à ce moment-là, dans une espèce de folie médiatique comme jamais j'avais vu. Se retrouver au cœur de ça est quand même très difficile. Puis ensuite, il y a le 13 novembre. Là aussi, c'est difficile. Il y a 2 déménagements. Voilà, il y a beaucoup de départs. Il y a des clauses de cession en rafale, donc des services entiers qui partent. À un moment, je suis en 2016, j'ai plus de service monde. Donc reconstruire un service international en misant sur des jeunes journalistes, certes de talent, mais quand même des jeunes journalistes. Avec peu de moyens, avec très peu de moyens. Plus la campagne présidentielle, plus d'autres attentats à ce moment-là. Donc c'était une période vraiment difficile. Et moi, je suis vraiment, pour le coup, je suis très très fier de plein de choses à Libé. D'abord, très fier d'avoir été capable de diriger cette équipe. C'était pas forcément donné. 2, d'avoir réussi à reconstruire une équipe, retrouver des journalistes vraiment très talentueux. Libération est une équipe absolument incroyable qui arrive à se renouveler, se réinventer en permanence. Des vraies difficultés, le fait de pas avoir eu de directeur général quand moi j'y étais fait que pour impulser le changement et puis surtout le transformer, mais c'est très compliqué, surtout sur le numérique. Voilà, après moi je m'étais toujours dit, même en y arrivant, que faire 20 ans dans un journal c'était pas forcément une bonne idée, ni pour moi ni pour le journal. Et puis que j'avais derrière la tête à un moment aussi l'idée de lancer mon propre média. Voilà, on y arrive. On y arrive, donc on arrive sur la partie un peu plus présent, effectivement. Donc tu vas nous parler de Loopsider, de comment ça a germé. Vous êtes 3, je le disais en intro. Comment l'idée a germé? À quel moment toi t'es rentré? Est-ce que quel a été pourquoi t'as adhéré tout de suite au projet? Voilà. Alors en fait, c'est marrant, c'est que la vidéo, c'est un vieux sujet. C'était mon premier stage que j'ai fait dans l'information. C'était comme assistant cadreur. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu Internet. Alors, à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens, mais les vidéos, c'était Real Networks, c'était des trucs, c'était gros comme un... Tout pixelisé. C'était gros comme quoi? C'était l'équivalent de 4 touches d'un clavier d'un ordinateur, quoi. Mais on se disait, mais c'est ça, le prochain gros truc, ça va être l'image. En 2007 ou 2008, j'embauche un jeune youtubeur qui avait déjà beaucoup de talent à l'époque, à 20 minutes, qui s'appelle Cyprien. Ah ouais. Je crois qu'il doit avoir 18 ans, Cyprien, à ce moment-là. Mais il était déjà dans mais attends, il t'a envoyé une candidateur comme journaliste? Non, tu l'as repéré? Je l'ai repéré, okay. J'ai scouté pas mal de gens en me disant, prendre un journaliste, si on prend un journaliste télé, il va nous faire de la télé, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je sais plus qui me parle, je crois que c'est Rodrigo Sepulveda qui me dit, tiens, mais tu devrais regarder... Oui, donc il était déjà un peu connu. Ouais, il était déjà un peu connu. Okay. Ouais, il était déjà un peu connu. Et je lui envoie un mail, on discute... Et il me dit, ok, banco. Donc il monte d'Aix, il habitait à Aix-en-Provence, je crois, à ce moment-là. Il était en fac d'éco, je crois. Il dit, ok, banco, j'arrive. Ok. Malheureusement, je suis parti avant qu'il fasse exploser le service vidéo de 20 minutes avec... Je savais pas qu'il était allé à 20 minutes, tu vois. Ouais, avec Julien Méniel aussi. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, c'est comme ça. Non, c'est 20 minutes Slate sont de très très bonnes écoles de formation. Ok. Ouais, donc il n'a pas fait que ses armes dans sa chambre, en fait. Il a été quand même eu à un moment donné un cadre professionnel. Il a eu un cadre, je pense, assez mou. Cyprien, je crois qu'on lui a filé les clés du camion. On dit voilà, tu fais attention, tu vas juste avoir ton permis. Vas-y mollo, mais. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler avec Giuseppe Di Martino, justement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Dailymotion était la première plateforme vidéo avant YouTube. C'est peu aujourd'hui parce que évidemment YouTube a explosé grâce à Google, mais au début c'était Dailymotion et YouTube était neck to neck. Et en France c'était Dailymotion qui était la plateforme naturelle. Tout à fait. Ouais. Et puis on a commencé à discuter. Bon, ça s'est pas fait. Je suis parti à Slate. On a recommencé à discuter avec Giuseppe en 2012 parce qu'en 2012 il y a Naosis
Now This News à l'époque, je crois que c'était 2012 ou 2011, où il commence à dire on va faire des vidéos d'1 minute pour informer les gens. Bon, ça fait des vidéos d'1 minute pour informer les gens, mais ça va pas du tout. Bon, ça cartonne. Et J+ arrive aussi à ce moment-là. Et nous, avec Giuseppe, on se dit mais tiens, il y a un truc à faire, au moins sur de la curation. Et puis le deal se fait pas parce que Slate est trop petit pour gérer aussi ce genre de projet à ce moment-là. Il y avait Reader qui était, on n'arrivait pas à tout mener de front. Donc ça se fait pas. 2014, on en reparle avec Giuseppe parce que on a eu l'idée avec un des directeurs du développement de Libération à l'époque où j'y étais, Pierre Fadenrage, on voulait lancer l'anti-CNews. Ouais, ok. Une télévision de gauche engagée. Ça se fait pas parce que là aussi trop de changements à Libé à ce moment-là. Mais on commence à en parler avec Giuseppe. On se dit tiens, il y a quand même un truc à faire sur les vidéos. Ça n'existe pas en France, il y a rien. Alors si, il y avait Minute Buzz, il y avait Combini, mais il n'y avait pas de médias full vidéo, full image qui n'étaient intégrés que dans les médias sociaux. Je me souviens, on en parle. On boit beaucoup pour en parler. Et c'est comme ça que souvent les bonnes idées arrivent. Les bonnes idées arrivent, et puis on se dit il faut vraiment le faire. Et ça sera fait plus tard parce qu'on n'avait nous pas de moyens de prod, pas d'argent. Il fallait trouver et des investisseurs et des journalistes prêts à se lancer. Ça s'est un peu éclairci quand Giuseppe et Arnaud Maillard ont commencé à discuter entre eux aussi. Moi j'étais à Libé, eux deux étaient encore à Dailymotion et Arnaud dans le groupe TF1, chez Discovery. Ça s'est aussi un peu éclairci quand Brut se lance. Là on se dit merde. Bon, c'est pas les premiers, tant pis. Mais on a fini par trouver des investisseurs, Bernard Mourad et Franck Papazian, que j'avais rencontré à Libé, puisqu'ils étaient pour le premier directeur général de SFR Presse. Je sais plus quelle était la structure dans laquelle Bernard était le patron, et Franck Papazian qui était un investisseur de Libé quand je suis arrivé. Ils ont cru au projet et du coup ils m'ont convaincu tous les quatre de quitter Libé à ce moment-là. J'étais mûr pour lancer ce projet qui était de faire de l'information pour les gens qui ne lisent plus, pour les gens qui ne s'informent plus que via les plateformes. Voilà. Et est-ce que la composante intelligence artificielle qui est présente chez vous aujourd'hui, on va y revenir, mais est-ce qu'elle était déjà au début très prégnante ou c'était juste un bout du projet, mais c'était pas ça qui portait le projet? Alors c'est clair que c'était une marotte qu'on avait, moi d'un côté, Arnaud de l'autre, Giuseppe aussi, parce qu'il en générait des kilos de data à ce moment-là. Donc ça faisait, c'était évidemment là au début, mais on peut pas lancer un média sans montrer ce qu'on veut faire. Voilà. Donc il fallait d'abord commencer par recruter une équipe. Pour produire les premières infos, pour définir ce qu'était ce média, quelle valeur on voulait défendre. C'était ça qui était le plus important. Et puis l'idée, quand il y aura de la data, on pourra déjà, pour traiter la data, il faut qu'on en crée, il faut qu'on en génère. Voilà. Aujourd'hui, je crois que l'équipe data qui est basée à Lyon, la dernière fois qu'on en parlait, parce que justement ils m'ont briefé, dis pas de conneries, parle pas d'intelligence artificielle parce qu'on va être on va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, ils gèrent 500 000 data points d'entrée, Et évidemment, c'est un moment, c'est comme de dire, c'est comme les business models, c'est quand on n'a pas d'audience, on n'a pas de business model. C'est vrai. Donc, quand on peut faire des intelligences artificielles, si on n'a pas d'intelligence artificielle, on peut s'amuser avec des algos, mais il faut quand même avoir des data avant. Quoi. Exactement. Et du coup, la première étape quand tu montes ce média, c'est évidemment de définir, j'imagine, la ligne éditoriale, puisque le support, on l'a compris, ça allait être la vidéo courte plutôt. Ça fait quoi? Ça fait une à 6 minutes vos contenus ou vous faites... Au début, on faisait beaucoup de sujets en 1 minute. 1 minute, 1 minute 30, c'était un peu la durée de vue moyenne. Ouais. Mais on avait quand même, là, quand on avait bossé, on s'était pas mis de limite. 2, on savait pas encore exactement que les plateformes avaient chacune une règle du jeu et en termes de prod qui étaient différentes. On n'avait pas non plus les moyens de produire tout ce qu'on avait comme idée. Ouais. Quand on se lance, on fait appel d'abord à Upion,
la boîte d'Alexandre Brachet, que moi je connais depuis assez longtemps, qui avait déjà fait une des versions, un design de Slate, pour nous aider à la fois à faire une partie de la suite techno et puis à faire aussi une partie de la partie on va dire design de Loopsider. On avait plein d'idées de formats, des trucs, on va faire de l'infographie, on va faire de l'infographie animée. Bon, on disait évidemment on fera de la réalité augmentée. Ouais, au moment, mais on va déjà, on apprend toujours de nos erreurs. Hein, c'est un peu la première a été justement d'essayer de vouloir faire trop de choses avant de maîtriser parfaitement ce qu'aujourd'hui on maîtrise, à savoir de raconter une histoire en 1 minute 30 à 3 minutes, quoi. C'est ça. Mais on fait Camille Christoffel, la rédactrice en chef de Loopsider, se lance aujourd'hui dans des formats qui sont beaucoup plus longs. Quand on fait l'enquête avec David Perrotin, c'est plus du 3, 4, 5, 6, 7 minutes que du 90 secondes. Ce qui est long pour effectivement des formats social média. Pour des longs, pour de l'info en snack, quoi. Ouais. Aujourd'hui, toi, ton poste, c'est quoi? T'es directeur de la rédaction? Je crois que mon contrat de travail, ça doit être Chief Content Officer. Ah oui. Ouais. Et concrètement, donc là, si on rentre un peu dans le concret de ton métier, donc est-ce que vous avez une conférence de rédaction? Comment vous fonctionnez au jour le jour? Alors aujourd'hui, on a 2 médias. Oui. Et on a Période. 3 langues. Et on a 3 langues. Ok. Donc 2 médias, 3 langues, c'est pas non plus. On fait pas CNN. Donc oui, on fait des conférences. On fonctionne comme un média traditionnel, conférence de rédaction. Enfin, je dis traditionnel. Digital, quoi. Ouais. Avec beaucoup de Slack, beaucoup de data à un moment qui nous aide à faire de la curation, à faire de la veille, qui est justement gérée par notre équipe de Lyon, par Benil des Benoît. Je vais tous les citer parce que sinon je vais me faire engueuler aussi. Benil. Non, mais on les mettra en post-prod. Et ça c'est intéressant, mais non, c'est génial. Moi ça m'a toujours fasciné, c'est à la fois de travailler avec des devs, parce que ils ont un autre rapport à l'info que les journalistes. Dans un monde qui est ultra digital, d'avoir des gens qui s'y connaissent vraiment, qui ont soulevé le capot et qui ont dit ok, je vois comment ça marche, même s'ils ne voient pas forcément tout. Ils ont une autre approche de l'usage, et d'avoir des gamins comme Benil, Benoît, Antoine et Antonin. Et à un moment, quand ils disent un truc, ils disent tiens, ils n'ont pas la même information que les journalistes ou que ceux qui viennent du contenu en général. C'est quand même super intéressant de les écouter. Et puis surtout, ils ont un coup d'avance. C'est-à-dire que moi, avant, quand je bossais à Libé, je dis tiens, t'as vu tel truc, c'est le premier à le voir. Ouais. Là, je suis plutôt le dernier aujourd'hui. Ouais. Là, mais l'expérience aussi d'avoir des gens comme Arnaud qui viennent pas du même monde que moi ou comme Giuseppe, c'est cette espèce d'alliance là est d'une richesse absolue. Ouais. Mais juste mais sur les outils, conférences de rédac tous les jours, soit en distanciel, soit en présentiel, un mix des deux évidemment. Okay. Et les choix des sujets se fait donc alors il y a forcément ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a forcément une partie data, il y a une partie expérience de toi en tant que journaliste et de tous les autres journalistes, et puis vous avez aussi cette connaissance comme on le disait des réseaux sociaux et de comment fonctionnent un peu les algorithmes sur les différentes. Donc tout ça fait que vous prenez toutes ces infos-là et que vous façonnez un peu vos sujets comme ça. Aujourd'hui, on a justement ces 5000 data qui permettent de faire un peu d'écoute sociale. De dire, tiens, tel sujet fonctionne, tel sujet ne fonctionne pas, ou telle histoire cartonne. Et donc, pour nous, c'est des vigies essentielles pour essayer de comprendre de quoi les gens ont envie de parler. Avoir un seul sujet, ça fait pas forcément une histoire. Un papier qui cartonne, on peut le regarder et dire ok, c'est pas forcément un truc qui vous intéresse, ça n'a pas forcément du sens, il n'y a pas forcément un système derrière qu'un journaliste a envie de décrypter par exemple. Donc ça c'est important pour nous d'avoir ça. Et puis surtout c'est aussi important de voir comment est-ce qu'on va le distribuer derrière. Est-ce que ça rentre dans les conversations des gens? Est-ce que c'est quelque chose qui les obsède entre guillemets. Après, l'actualité aussi s'impose à un moment, évidemment, quand on a l'épidémie de Covid, quand on a les attentats comme aujourd'hui celui de Nice, ça prend tout l'espace conversationnel. Donc forcément, il faut à un moment qu'on dise, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on a à raconter? Voilà. Est-ce qu'on raconte comme les autres ou mieux que les autres? Ou est-ce qu'on fait un pas de côté? Donc ça, c'est là où intervient, je dirais, la patte journalistique, quoi.
Et c'est ça, en fait, une des questions que je me posais, c'est la part justement entre quand tu écoutes ce qui se passe et ce que voilà, tu vas voir qu'un sujet fait, je sais pas, en Australie, va générer de l'engagement, etc. C'est intéressant. Tu peux le reprendre parce que peut-être qu'effectivement en Europe, on va peut-être moins en entendre parler. Mais après, la question, c'est de se dire à quel moment tu places ton curseur entre je vais reprendre ce qui marche en fait quelque part ailleurs et je le mets à la visibilité des autres, et à quel moment je prends aussi, j'analyse moi-même des sujets et je me dis que ces sujets-là qui sont pas forcément sur lesquels il n'y a pas forcément d'engagement, je vais les mettre devant tout le monde et voir un peu. C'est un mix des deux. Il y a une partie effectivement, on va dire un peu tactique. Ouais. Tiens, on va prendre ces sujets parce qu'ils marchent et puis on va essayer de bien les traiter ou parce qu'ils nous font marrer. Oui. Et puis s'ils marchent, c'est aussi parce qu'ils intéressent. Donc c'est important de les. Et puis il y a les valeurs que nous on porte. Ouais. Donner un exemple. Voilà, hier, alors il y a un sujet qui est un sujet un peu pas tant à bas bruit parce qu'on en parle assez peu dans les journaux télévisés, on va dire. C'est la question des Ouïghours en Chine. Ouais. Qui est une situation absolument terrible. Hein, je vais pas trop raconter l'histoire, mais et les gens en parlent beaucoup. Notre communauté en parle beaucoup. Parce que c'est une communauté très jeune, c'est une communauté qui est évidemment révoltée par les injustices, c'est une communauté qui ressemble aussi à la France beaucoup et qui ne comprend pas pourquoi est-ce que on ne parle pas du Yémen, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des Ouïghours, pourquoi est-ce qu'on parle toujours des mêmes sujets. Et ça, bon, la jeunesse est souvent très sensible à la question d'injustice et d'invisibilité. Et donc du coup, il y a 3 jours, on a fait l'interview d'un jeune Français d'origine ouïghour qui se bat parce que son père est emprisonné en Chine. Ça, c'est typiquement un sujet qui est à la fois dans le bas bruit, et en même temps, ça fait partie des valeurs de l'Outsider, de défendre les droits de ceux qui n'ont pas de voix. Tout à fait, ok. Voilà. Et donc c'est ce mélange-là, quand on arrive à le faire, justement, c'est là où la puissance des réseaux sociaux est juste dingue, c'est ce genre d'histoire va faire j'ai pas vu d'ailleurs si elle avait marché, c'est pas tant la question, mais elle va sortir, elle va faire parler, elle va rentrer dans notre communauté, elle va sortir de la communauté. Et c'est pour ça qu'on existe. Alors on le fait sur les Ouïghours, mais on le fait sur la question des minorités, on l'a fait sur la question des violences policières, on l'a fait sur la question des technologies aussi, qui sont très très mal représentées dans les médias souvent. On le fait sur beaucoup de questions internationales, on l'a fait sur la question de l'égalité des droits des femmes, question du féminisme en lançant période, mais on le fait aussi sur la question des animaux, sur la question de l'alimentation de demain, sur la question de vivre demain in fine. Alors ça faisait partie de la ligne éditoriale de l'Outsider au début, de s'intéresser à ces questions-là. Ouais. Comment est-ce que demain on va vivre ? Comment est-ce que dans un monde qui aujourd'hui, on le sait, est en train d'être détruit par l'action de l'homme, comment est-ce qu'on va essayer de s'en sortir ? Et donc d'essayer de trouver, pas forcément des solutions, je sais pas, mais en tout cas des gens qui essaient de sortir de cette condition, je veux dire, inéluctable, un peu inéluctable, voilà. Ouais. Et bien de parler de ces sujets-là. En fait, on en parle assez peu quand on regarde le JT ou ici, quand il y a des images absolument dingues d'un incendie en Californie, on va avoir une petite pastille avant la météo, mais on comprend pas pourquoi, comment ça se fait. Et voilà, nous notre rôle était de parler de ce genre de sujet-là. Ouais. Bah, c'est super intéressant. Je suis obligé. Alors, c'est fini là. C'est ça. Non, c'est pas fini. Il y a encore. Je voulais juste. On va être assez court sur la partie, mais je suis obligé d'en parler puisqu'on parle de médias au sens large. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ils vivent ces médias et donc le modèle business. Donc, juste en 2 mots, comment vous financez ? Il y a du brand content certainement avec des annonceurs. Il y a effectivement un peu de pub qui vient des plateformes. Évidemment. Parce que quand on fait 200 millions, ça ramène un petit peu d'argent. Bien sûr. Et il y a surtout aussi le brand content. Alors, avant de... J'anticipe la question suivante. C'est quand on fait le choix, et c'est un choix éditorial, c'est un choix citoyen très fort, d'être un média gratuit. Alors, effectivement, on peut dire la gratuité, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, faire 1,5 milliard de vues sur une plateforme, et je pense à d'autres, que ce soit Combini ou Brut, qui sont aujourd'hui en tout cas pour Brut, plus gros que nous, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont regarder ces infos-là. Et qu'il y a ces gens qui regardent ces infos-là, ils vont pas tous lire Mediapart. Ils vont pas tous lire Le Monde, ils vont pas tous lire Les Échos. Bien sûr, ouais. Et que soit on laisse le champ libre à des gens qui n'ont pas comme nous un agenda, je vais pas dire neutre, mais en tout cas un agenda d'honnêteté, de faire notre boulot le mieux possible, d'aller dénicher des histoires, de raconter des histoires, sans avoir
on va dire, des marottes derrière, des agendas comme les Américains un peu cachés, et je pense à certains médias qui sont financés par des régimes dictatoriaux. Et puis au-delà de ça, si la presse ne correspond plus à ce que les gens ont envie d'avoir pour s'informer, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille les informer le mieux possible. Il faut qu'on aille parler de ces sujets-là. Il faut qu'on aille parler des Ouïghours. Il faut qu'on aille parler du dérèglement climatique. Il faut qu'on aille parler des violences. Il faut qu'on aille parler des inégalités. Donc le modèle gratuit, il est essentiel pour la population. Maintenant, la question c'est à quel prix on va avoir cette gratuité. Le prix, c'est effectivement d'avoir des partenaires pour lesquels qu'on va aller voir en disant voilà, voilà nos valeurs. Voilà quel genre de sujet on veut faire. Est-ce que vous voulez vous associer à ces valeurs-là? Voilà. Et donc, quand on travaille pour Veolia, pour Carrefour, on définit ensemble un certain nombre de spectres de sujets, de thématiques. Parfois, les sujets, on les traiterait pas forcément comme ça. Mais en tout cas, on dit voilà, nous. Voilà le cadre dans lequel. Okay. De poser la question qui fâche, de rebondir avec eux, de définir avec eux, de travailler. Bon, après. C'est affiché sur Facebook, peut-être pas de façon assez visible que c'est un partenariat rémunéré, mais en tout cas, c'est aujourd'hui la règle, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on peut faire des sujets comme les Ouïghours, de faire des sujets comme d'aller filmer ce jeune athlète Théo Curin qui va traverser le lac Titicaca l'an prochain, et que ça voilà, c'est ce genre c'est notre business model qui nous permet de raconter d'autres histoires. Mais moi, je pars du principe que de toute façon, c'est sain dans la mesure où si vous êtes honnête et que vous faites le travail de journaliste et que vous restez dans votre ligne éditoriale et que surtout vous informez les gens que c'est des partenariats rémunérés, je trouve ça tout à fait sain. Et au contraire, si ça peut permettre de faire d'autres sujets et c'est aujourd'hui la ligne éditoriale et le business model de Loopside. Ok, super. On arrive sur la petite partie future. J'essaye souvent un peu de me projeter pas à 3 ans, tu vois, mais plus à 20 ans, 50 ans. 50 ans, on sera tous morts. Et je sais qu'on n'est pas visionnaire, donc il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien faire un peu l'exercice de se dire qu'est-ce que sera le futur des médias. Alors, il y a souvent, on t'en a parlé tout à l'heure de la réalité virtuelle, tu l'as évoqué rapidement. J'ai du mal à savoir en fait si c'est quelque chose qui va être vraiment expérimenté dans le réel, justement, ou ça reste une marotte. Je pense que c'est comme la vidéo à un moment. Hein. Quand on parlait de cette petite fenêtre reel, à un moment on se dit... Attends, la vidéo, c'est pour regarder un film sur un écran qui fait 2 cm de côté ou un documentaire qui est sur un écran, ça ne marchera pas. Ouais. Et c'est vrai que ça ne marchera pas. En revanche, le jour où, les coûts de production seront plus faibles, ou les coûts de diffusion, qu'on n'aura pas forcément obligé de passer par soit des masques ou par des outils propriétaires, entre guillemets, ça va démocratiser sans doute beaucoup le truc. Et puis ensuite, il y aura est-ce qu'on va pouvoir raconter des histoires et à quoi ça va servir. Voilà, c'est ça. Je crois que effectivement, peut-être que pour raconter un certain type d'histoire, pouvoir se mettre carrément dans l'espace géographique, visiter un camp de réfugiés, aller dans les incendies en Californie. C'est exactement ça, ouais. C'est certain qu'on aura quelque chose qui va donner une expérience qui sera sans doute... Est-ce que ça va changer la façon dont les gens comprennent ou absorbent l'information? Est-ce que tu penses que ça va par exemple, plus les sensibiliser? C'est quelque chose qui peut faire complètement changer la donne, ou finalement ça sera comme une vidéo et... Je sais pas quelle donne changer. Ouais. Plutôt ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense je crois qu'un des enjeux majeurs de notre profession de journaliste, c'est comment est-ce que on recrée du lien avec des communautés, comment est-ce que on leur explique quel est notre métier, on les met en garde contre un certain nombre de biais, d'informations fausses, d'intox, vraiment, hein, pas de fake news, mais d'intox. Je crois que malheureusement aujourd'hui, il y en a énormément. Et donc comment est-ce que finalement on éveille les citoyens à ce qui se passe dans le monde. C'est ça. Et ça, je sais pas si les technologies peuvent régler, parce que les technologies, il y en a de plus en plus, et manifestement, elles vont pas dans le sens où les gens sont mieux informés. Ouais, après, pour reprendre ton exemple de l'incendie, si en fin de JT, tu as une pastille de 15 secondes d'un incendie, et comme tu dis, à un moment donné, une expérience immersive où tu te retrouves et tu vois vraiment l'étendue... Est-ce que ça va pas sensibiliser plus les gens et du coup avoir un impact sur la société plus gros? Je sais pas. Écoute, on sait pas, on peut pas savoir. En moi, de toute façon, il faut que les choses changent.
Je crois que surtout, il faut qu'on donne des perspectives aux gens. Il faut qu'on tienne un contre-discours qui soit un contre-discours réaliste, qui soit auquel les gens adhèrent. Moi, je prends l'exemple que je donne beaucoup, c'est l'exemple de la ligne Maginot ou de la muraille de Chine. On sait très bien que tout le monde les contourne. Et que la seule chose qui fait qu'on ne contourne pas la réalité, c'est qu'à un moment on adhère à un discours. Et que là, on peut faire bouger les choses quand il y a de la perspective, quand il y a de l'espoir. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un monde qui est un peu sans espoir. Et je ne suis pas certain que les technologies nous libèrent. Au contraire, ça. On a cru à un moment. Hein, j'étais le premier d'ailleurs à croire que parce qu'on allait avoir accès à cette connaissance infinie, qu'on allait faire des citoyens plus éclairés. En partie, c'est vrai. En partie, moi, voilà, j'ai fondamentalement changé sur plein de choses grâce aux réseaux sociaux. Et puis, on voit bien comment ça nous enferme, comment ça enflamme les discussions, comment aujourd'hui on n'arrive plus à se parler. Donc, les technologies sont finalement assez neutres, mais que c'est ce qu'on en fait. Ouais. C'est clairement ce qu'on en fait, et puis les discours qu'on peut porter. À un moment, il va falloir que on définisse dans quel monde on veut vivre, et que pour l'instant, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que quelqu'un porte vraiment un discours qui nous dise le chemin pour aller vers un monde meilleur, il est que celui-là. Et après, bon, je te rejoins sur le côté positif et le côté de faut donner de l'espoir aux gens. Perspective. Voilà. Le chemin est là-bas, et c'est ça qui est, c'est un peu ça la clé. Et c'est maintenant comment on va y arriver avec la technologie, ça. Écoute, on passe sur les questions de la fin. On est à la fin. Il pleut en plus. Il pleut, parce qu'on est en extérieur. Première question, quel média... respecter un mètre, hein, juste. Oui, il faut quand même le préciser. Quel média tu consommes au quotidien? Aux médias au quotidien, alors je lis toujours la presse. Ok. Oui. Papier sur app. Ça m'aurait étonné, l'inverse m'aurait étonné, mais. Le Monde Libé. Ok. De tous les jours. Quand je dis que je lis, c'est vraiment je lis tout. Je lis beaucoup de New York Times. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu le seul podcast que j'écoute très régulièrement. Ouais, c'est un des plus les meilleurs podcasts, je crois, au monde. Je crois que ça, c'est assez incontournable. Ouais. Et sinon, alors je regarde encore pas mal la télé. Ouais. En live ou en replay? En live, ouais. Ok. J'aime bien la vraie télé linéaire. La vraie bonne vieille télé, que ce soit les JT. Ouais, les JT. Quand je rentre le soir, en général, j'arrive pour la fin de JT. En tout cas, le week-end, j'aime bien regarder le JT. Et puis sinon, je suis tout le temps de façon compulsive sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. Est-ce que tu as un ou plusieurs, mais au moins un livre à recommander sur le journalisme, les médias, un roman, quelque chose qui t'a marqué, que tu offres? Le dernier livre que j'ai lu et qui m'a vraiment frappé, c'est le livre que m'a conseillé ma compagne. Elle me dit tiens, ça va te plaire. Elle lit beaucoup, elle me dit voilà, ce livre-là tu vas le lire, il va te plaire. Parce que je lis de moins en moins, bizarrement. Donc pas besoin d'algorithme en fait pour tu vois, un humain sait très bien faire des recommandations. Quand on doit faire vraiment aller straight to the point. Et ça s'appelle Les fantômes du vieux pays. D'accord. Par Nathan Hill, okay. Avec un écrivain américain qui raconte à plusieurs époques de l'Amérique, à la fois la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les années 60, 70, et puis les années 2000, la Deuxième Guerre en Irak. Okay. Qui raconte les fantômes de ce pays confronté au racisme, confronté aux fake news, et c'est absolument génial parce qu'il y a des moments de bravoure, d'écriture qui sont absolument fantastiques, et des innovations dans la façon de raconter justement les histoires par des changements de typo, par un truc qui est absolument fabuleuse. Et dedans, il y a un truc que je reboucle avec un peu l'avenir, puisque ou le présent. Il y a un passage qui permet. C'est bon. De bien comprendre un super film sur Netflix qui s'appelle Le procès des 7 de Chicago, écrit oui, je l'ai vu, Sorkin. Donc il y a ça se passe à ce moment-là et on en parle un peu, et c'est absolument génial. Voilà. Excellent. Avant-dernière question, est-ce que tu as des outils ou est-ce que tu as une routine pour t'organiser dans ta journée ou c'est Absolument aucune. Je suis extrêmement bordélique. Okay. Un peu de Slack visiblement chez Loopsider. Beaucoup de Slack, beaucoup de Twitter, beaucoup nos outils internes. Ouais.
Et toi, c'est au feeling de la journée? Mes journées commencent très très tôt, je dors assez mal, du coup je regarde beaucoup de choses la nuit, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de Netflix, les autres plateformes, beaucoup de docs, et ce qui fait que vraiment, si les seules routines que j'ai, c'est vraiment le matin, Libé, le soir Le Monde quand je rentre, parfois un peu de podcast, j'écoute encore beaucoup de musique. Okay. Donc voilà, le reste de la journée, c'est à la fois le rythme de l'info, le rythme d'une rédac, et de temps en temps, j'essaie de mettre un peu d'ordre dans le chaos, quoi. C'est ce que j'ai de toute façon, travailler dans un média d'actualité, il n'y a pas vraiment de journée type, il n'y a pas d'organisation, enfin il y a une organisation forcément, mais il n'y a pas... Non, il y a d'autres personnes qui ils se reconnaîtront extrêmement organisées, qui font ça beaucoup mieux que moi. Ok. Et donc la dernière question, c'est donc pour les auditeurs qui écoutent ce podcast et qui ont peut-être des projets entrepreneuriaux, peut-être des projets dans les médias, lancer un média ou juste faire des vidéos sur YouTube. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour se lancer? De pas avoir peur de s'entourer avec des gens qui sont meilleurs que soi. C'est la règle, c'est eux qui nous apprennent des choses qu'on connaît pas, qui nous rappellent toujours l'humilité nécessaire de cette profession qui parfois peut avoir un peu trop d'ego, on en parlait tout à l'heure. Et moi j'ai eu cette chance-là, à la fois de travailler avec des journalistes qui ont beaucoup de talent, jeunes, moins jeunes, ou des gens comme Arnaud, comme Giuseppe, qui ont des trajectoires extrêmement différentes et qui nous apportent beaucoup de choses. Il faut changer de perspective aussi. Les personnes avec qui je travaille, que ce soit Camille, Angèle, sont des gens qui justement ont des capacités dans le travail que moi je n'ai pas, et c'est extraordinaire de bosser avec des gens comme ça, quoi. C'est une espèce on se complète. Alors je veux dire, c'est un peu comme les équipes de basket. Dans une chacun son poste. Dans une équipe, il y a toujours un LeBron James, et que moi je suis plutôt sur le banc. Je suis plutôt le coach que ces grands joueurs-là, quoi. Ok, merci beaucoup Johan. Bonne journée, Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.